Bonjour, je vais vous parler un peu plus de la partie sécurisation physique et vous donner quelques exemples. Alors, le cas que j'ai choisi pour vous présenter ça, ça va être la gestion des organigrammes. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît les organigrammes de clés utilisés sur les différents sites. C'est plutôt pratique, plutôt attrayant dans un premier temps. Après, ça a ses forces et ses faiblesses. Donc ce qui est bien, c'est d'en comprendre un peu les principes pour pouvoir après derrière les utiliser avec parcimonie quand on peut. Donc moi je fais partie de la société Exocet. Donc c'est un cabinet de conseil qui vient du milieu de la sécurité sûreté. Et je travaille au quotidien avec une société qui s'appelle OFC, donc qui a réalisé cette présentation, et qui est un cabinet de formation, d'outillage et de conseil qui vient du milieu de la serrurerie. Donc c'est deux domaines qui se sont croisés, la sécurité au niveau de la sécurité physique. Donc, et qui permettent, en les croisant et en les associant, d'avoir une couverture complète de tout ce qu'on peut avoir en termes de sécurisation physique. Donc un organigramme, pour résumer, en général, c'est que chacun a sa clé. L'utilisateur a une clé par porte, et on va avoir une clé qui va ouvrir soit l'ensemble des portes, on va dans ce cas-là parler d'un pass général, soit une série de portes, et donc dans ce cas-là, on va parler d'un pass partiel. Donc les passes partiels les plus connus en général, ça va être le passe-ménage, qui va permettre à la femme de ménage de pouvoir rentrer dans les bureaux, vider les corbeilles à papier, nettoyer un certain nombre de choses. Ça va être les passes informatiques. On peut par exemple vouloir sécuriser un certain nombre de salles informatiques et pour donner une clé globale à un responsable. Ou ça peut être un pass technique, par exemple pour des locaux techniques. Tout ce qui est gestion des infrastructures, aussi bien que ce soit climatisation, courant fort, courant faible. Ça peut être d'autres problématiques. Et donc ces passes peuvent soit travailler sur des systèmes exclusifs, ou alors derrière travailler en croisée. C'est-à-dire différents passes peuvent ouvrir la même serrure. Et donc ce qu'il faut comprendre, ça c'est aussi bien physique que logique, ça marche à la fois avec des clés physique que vous connaissez, ou alors avec des systèmes un peu plus évolués, type du contrôle d'accès. En termes de physique, on voit tout de suite les problématiques. En termes de contrôle d'accès, c'est un petit peu plus dur à voir, parce qu'il va y avoir des protocoles qui vont venir au-dessus, qui vont créer des faiblesses supplémentaires. Donc moi, je vais vous prendre l'exemple physique, qui permet assez rapidement de comprendre les forces, les faiblesses de ces différents organigrammes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'organigrammes physiques, il y a deux types d'organigrammes qui existent aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle un organigramme conventionnel, que je vais vous présenter, qui est le plus connu, mais qui est très utilisé dans les PME et qu'on peut croiser dans certaines grandes entreprises, mais de moins en moins heureusement. Et on va avoir d'autres types d'organigrammes, et après on peut croiser ces organigrammes. Donc ce qu'on appelle l'organigramme conventionnel, le principe de base, c'est que dans cet organigramme, le pass général est présent dans la serrure. Donc je vais vous présenter rapidement une serrure. Une serrure, c'est des clés traditionnelles à dents, comme vous pouvez les avoir chez vous. Donc il ne faut pas confondre un organigramme et ce qu'on appelle des serrures s'entr'ouvrant. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs serrures qui vont avoir la même clé. Là, on est vraiment dans le cas de plusieurs clés vont ouvrir une serrure. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'une clé va ouvrir une serrure, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs combinaisons dans cette serrure. Et si on a des jeux de passes partiels qui vont derrière en plus compléter le pass général, on va avoir 3, 4, 5, 6, peut-être plus de clés qui peuvent ouvrir cette serrure. Donc potentiellement, plus derrière, on va avoir de niveaux de hiérarchisation au niveau des passes, et donc de clés possibles qui vont pouvoir ouvrir cette serrure, plus on va créer de failles derrière, puisque si on veut crocheter cette serrure, il y aura plus de possibilités de trouver la bonne solution. Si on a une clé, on aura plus de chances qu'elle ouvre cette serrure. Donc une serrure, c'est composé de deux parties. Une partie statique, qui est ce qu'on appelle le stator, qui est vraiment l'ensemble extérieur de la serrure, et une partie qu'on va appeler le rotor, qui est une partie qui va circuler dans la serrure. Donc c'est la partie circulaire que vous avez dans laquelle on va insérer la clé. Ce rotor et ce stator vont contenir ce qu'on appelle des goupilles. Ce sont des petits éléments mobiles. Ces éléments mobiles vont pouvoir se déplacer avec la pression de la clé dans la serrure. Et on va avoir entre le rotor et le stator ce qu'on va appeler une ligne de césure. Quand les goupilles sont alignées sur cette ligne, systématiquement, ça veut dire que le rotor est libre dans le stator et on va pouvoir ouvrir la serrure. Donc là, on voit nos différentes goupilles. Donc avec les puits de goupilles, il y en a 5 puits de goupilles. Et on voit par exemple sur le troisième puits, on va avoir 2 lignes de césure possibles. On va avoir une première
Donc là, au niveau de la flèche, on a deux possibilités. Une première qui va ouvrir, qui est la clé standard de l'utilisateur. Et on va avoir notre page générale, qui est une combinaison légèrement différente. C'est-à-dire qu'il va y avoir une goupille de différentes, qui va permettre d'avoir deux clés qui vont permettre d'ouvrir cette serrure. Donc là, c'est un schéma simple avec deux clés pour ouvrir une serrure. Ce qu'il faut imaginer, c'est si on a un pass avec un grand nombre de cylindres, eh ben, on va avoir beaucoup plus de possibilités qui vont venir se greffer au niveau d'un organigramme et que potentiellement, si on a un organigramme complexe, on va avoir typiquement, potentiellement, 10, 20, 30 clés, 100 clés qui peuvent ouvrir la même serrure. Tout simplement parce que c'est des combinaisons au niveau des goupilles qui vont amener à ce résultat. Donc je vais vous montrer le petit fonctionnement d'un organigramme standard. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un organigramme, si on ne connaît pas cet organigramme et qu'on part de zéro, on part du principe que s'il y a 100 000 possibilités pour ouvrir la serrure, on a une clé, au hasard, on va avoir une chance sur 100 000 de l'ouvrir. Si on va avoir un organigramme, si on part du principe que 10 clés peuvent ouvrir cette serrure, on passe tout de suite à une chance sur 10 000. Et si derrière on a des informations complémentaires qui nous permettent de resserrer encore, on peut arriver par exemple à une chance sur 10, voire la capacité d'ouvrir à 100% la serrure avec très très peu de travail. Donc avec un petit peu de reverse engineering, on est capable, soit à partir d'un certain nombre de clés, soit à partir du cylindre lui-même, puisque vu que la combinaison est dans le cylindre, d'identifier directement le pass général. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas créer toutes les combinaisons de cylindres qu'on va pouvoir avoir. On va avoir une possibilité réduite pour limiter les risques. En fait, on va réduire au maximum le cas où on va avoir des goupilles supplémentaires qui ne servent à rien. On va essayer d'avoir le minimum de goupilles avec des possibilités qui ne sont pas utilisées, pour avoir le minimum possible de clés qui vont pouvoir ouvrir cette serrure. Donc systématiquement, dans 99% des organigrammes, toutes les goupilles derrière sont utilisées. Et toutes les positions de goupilles et les contre-goupilles, en fonction des fentes qu'on va avoir une ligne de césure, vont nous permettre d'identifier le pass général. Je vais prendre un exemple simple. Là, j'ai mon cas numéro 1, c'est un organigramme standard. Donc on va voir qu'il y a un certain nombre de puits où on va avoir plusieurs goupilles. Donc là, par exemple, on va avoir une première clé qui va permettre d'ouvrir ce cylindre. En travaillant sur le premier puits, le troisième et le quatrième puits, on va voir que les positions supérieures, si on a toutes ces positions-là, on va être capable d'ouvrir le cylindre. Une deuxième possibilité, donc en travaillant sur le quatrième puits, en changeant la position de la goupille, on va avoir une autre clé qui va ouvrir ce cylindre. De même, en travaillant sur le puits numéro 3, on va encore avoir une autre clé qui va être capable d'ouvrir ce cylindre. Encore une quatrième clé qui va pouvoir ouvrir ce cylindre. On va avoir une cinquième clé qui va pouvoir ouvrir ce cylindre, une sixième, une septième, une huitième. Et quand on va arriver là, ces 8 clés sont capables d'ouvrir le cylindre, alors qu'initialement, on va avoir simplement un pass partiel, un pass général et l'utilisateur. Mais la combinatoire, pour que ces passes puissent être applicables sur l'ensemble des cylindres, va faire qu'on va être obligé de créer artificiellement des lignes de césure supplémentaires et donc des clés qui ouvrent ces cylindres. Donc après, une fois qu'on a identifié ces 8 possibilités, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 8 possibilités, on a forcément la clé utilisateur qui va ouvrir un des passes partiels ou plusieurs passes partiels et le pass général. Ce qui veut dire que si j'ai démonté mon cylindre, avec 8 clés, j'ai forcément dans mes 8 clés, j'ai fabriqué le pass général. Donc là, c'est ce que je vous disais, en fabriquant uniquement 8 clés, je suis capable, en démontant un cylindre, de pouvoir avoir le pass général du bâtiment. Donc on va trouver l'attaquant interne, en possédant une clé de bas niveau, et en analysant le cylindre, on est capable systématiquement d'avoir la clé pass générale. Ça, on part du principe que l'utilisateur a déjà une clé, et donc tout forcément, s'il y a des lignes de césure supplémentaires qui ne correspondent pas à la clé, soit elles correspondent au pass partiel, soit au pass général. Donc potentiellement, avec une clé qui ouvre, une clé de bas niveau qui va ouvrir le cylindre, on va forcément avoir les autres positions qui correspondent au pass partiel, au pass général. Et donc potentiellement, on peut se retrouver avec un utilisateur qui a, si on est dans le cadre d'un organigramme simple, avec un pass général et uniquement des cylindres avec des clés de bas niveau, donc c'est-à-dire un seul niveau au niveau de l'organigramme. Si on a la clé et le cylindre, on a également le pass général, en démontant le cylindre.
Donc là, on va regarder donc, le cas d'un cylindre avec un pass donc, qui couvre l'ensemble des cylindres. On n'a qu'un seul niveau de hiérarchisation, pass général, les différents cylindres avec les clés de bas niveau. Donc il y a le pass général qui est forcément inclus, et le pass général correspond forcément aux positions qui ne sont pas utilisées. Donc là, on a le pass général qui est identifié là, directement. Toutes les goupilles qui n'ont pas été utilisées par la clé de bas niveau correspondent forcément à la clé de haut niveau. S'il n'y a qu'un niveau de hiérarchisation, c'est forcément le pass général. Donc on retrouve les deux clés qui peuvent ouvrir. Donc ensuite, on a un deuxième niveau d'organigramme et qu'on trouve beaucoup plus dans les grandes sociétés parce qu'il a l'avantage de pouvoir permettre d'avoir des organigrammes beaucoup plus vastes en termes de taille. Donc c'est ce qu'on appelle des clés micro-points. C'est les fameuses clés à trous que vous voyez un peu partout. Et donc là, le fonctionnement est complètement différent. C'est-à-dire que le pass général n'est plus du tout compris dans le cylindre. Le cylindre, il va simplement contenir un certain nombre de goupilles qui correspondent à la clé de bas niveau. Et le pass général, on va l'obtenir en faisant l'addition de toutes les clés de bas niveau. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de trous. Donc je vais avoir une première clé de bas niveau, avec un certain nombre de trous qui correspondent au code de cette clé. Je vais avoir ma clé numéro 2 avec un certain nombre d'autres trous, et des trous qui sont en commun. Et je vais avoir enfin mon pass général, qui va avoir le cumul des trous de la clé numéro 1 et de la clé numéro 2. Ce qui veut dire que tout simplement, si j'ai ma clé numéro 1 dans la main, je rajoute un petit trou dessus, et j'ai le pass général. Donc là, c'est un exemple simple, il y a deux clés. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans une entreprise beaucoup plus grande, on va avoir beaucoup plus de codages différents. On peut aller jusqu'à 30, 40 goupilles, positions de goupilles différentes sur un cylindre. Et donc, on va pouvoir arriver à un couple beaucoup plus complexe. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quelle clé peut devenir le pass général, dans ce type de cas. C'est la première chose. Et ensuite, derrière, c'est qu'on peut imaginer assez rapidement, en faisant un certain nombre de trous dans la clé, pouvoir ouvrir un certain nombre de cylindres. En plus, ce qui va arriver, qui a un effet de bord à ça, c'est que si on a un cylindre relativement complexe, si on a un organigramme relativement complexe, je prends ma première clé, je prends ma deuxième clé, je les compare, je prends les trous de la première, les trous de la deuxième, ça va avoir une clé qui va être un passe partiel, capable d'ouvrir à la fois la serrure numéro 1 et la serrure numéro 2. Par contre, ce qui va arriver, c'est qu'aussi indirectement, on va créer en même temps ce passe partiel, va être capable d'ouvrir une troisième serrure ou une quatrième ailleurs. Et si on prend par exemple une clé du 5e étage, une clé du 1er étage, une clé d'un local technique, qui sont des clés qui sont sur des passes partiels différents, et donc qui ont des combinatoires très différentes, et qu'on arrive à les assembler, on va arriver sur un passe partiel de très haut niveau, qui va se rapprocher d'un pass général. Ce qui veut dire qu'un utilisateur qui va récupérer 3, 4, 5 clés, s'il choisit les bonnes clés derrière, a la capacité à avoir le pass général très rapidement. Donc après, la solution par rapport à ça, la première chose, c'est protéger les cylindres du démontage, puisqu'un cylindre si on vous prend le cylindre et que la combinaison est dedans, forcément, derrière, au niveau sécurité, c'est pas bon. Donc la première chose, c'est de protéger les cylindres. Donc on va avoir un certain nombre de systèmes avec des vis qui se démontent avec des systèmes très particuliers pour bloquer les cylindres. Et systématiquement, il faut aussi également sensibiliser vos salariés et toutes les personnes qui peuvent potentiellement intervenir dans vos locaux. Si vous manque un cylindre, c'est une information importante. Deuxième chose, ça va être de sélectionner des clés protégées. Si la clé est protégée, qu'elle a un mobile, qu'elle a un brevet et qu'on ne la trouve pas dans le commerce, c'est beaucoup plus difficile pour l'assaillant de pouvoir faire des copies. Donc le principe de base, c'est de ne travailler qu'avec des clés protégées. Ensuite, ce que je vous disais il y a 30 secondes, c'est de travailler vraiment sur la remontée d'informations. Toute activité inhabituelle, un cylindre qui disparaît, des clés qui sont perdues. On peut même avoir, et j'entendais tout à l'heure parler des armoires à clés. Les armoires à clés, c'est très pratique. Par contre, ça a souvent un inconvénient. C'est que les clés, elles sont toutes attachées dans cette armoire avec des petits anneaux. Et donc, on va forcément voir si quelqu'un prend une clé. Ça va se voir assez vite. Par contre, si quelqu'un prend des photos de la clé, ça, on ne le verra pas. Si quelqu'un prend une empreinte de la clé, ça, on ne le verra pas. Et potentiellement, avec quelques clés de l'armoire à clé, il suffit que je puisse ouvrir l'armoire à clé derrière pour prendre une clé quelle qu'elle soit, je peux vous faire un pass général assez rapidement.
Donc ça fait partie des faiblesses. Au départ, ça paraît quand même quelque chose de très intéressant, ces armoires à clés, d'avoir une traçabilité de qui prend quoi au niveau des clés, qui fait quoi avec les clés. Par contre, ça donne aussi la possibilité de toucher ces clés, de prendre des photos de ces clés, ou éventuellement de prendre des empreintes de ces clés assez facilement. Aujourd'hui, on a des équipements qui permettent de prendre des empreintes très rapides. Et ça permet à quelqu'un de malveillant de pouvoir très rapidement obtenir un page général. Donc après, le conseil derrière, c'est utiliser, si possible, les organigrammes avec un double codage, donc à la fois positionnel et conventionnel, pour compliquer au maximum la tâche pour la personne malveillante. Et enfin, évidemment, proscrire toute utilisation d'organigrammes dans tous les lieux sensibles. C'est-à-dire qu'une salle serveur, et bien évidemment, il ne faut pas la mettre sur l'organigramme, elle va avoir une serrure indépendante, et éventuellement d'autres locaux sensibles. Donc je vous voilà pour la présentation rapide. Merci. Merci.